Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite parler d'une solution qui rencontre un succès considérable pour inspirer et agir contre le réchauffement climatique, et cela passe par le jeu. Bonjour Nicolas Froissart. Bonjour Simon. Tu es le directeur général de la Fresque du Climat. C'est une association qui déploie depuis 2018 un outil simple et puissant pour comprendre et donc passer à l'action. Tu nous diras ce qu'est concrètement ce jeu qui est proposé sous forme d'atelier en groupe dans le but de créer un déclic face au dérèglement climatique. On va voir qui peut y participer et comment. Alors je le dis tout de suite, ce n'est pas parce que c'est un jeu que ce n'est pas sérieux, et c'est un pari gagnant car plus d'1 million de personnes y ont déjà participé en France et à travers le monde. Mais d'abord, tu le sais, dans ce podcast, je me montre toujours intéressé par le parcours de l'invité. Est-ce que l'on peut dire que tu consacres ta vie professionnelle à vouloir faire émerger des changements positifs ? Tu faisais quoi avant de rejoindre la Fresque du Climat ? J'ai rejoint la Fresque du Climat effectivement il y a quelques mois. Avant, pendant plus de 20 ans, j'ai co-dirigé un groupement associatif, donc un groupe d'associations qui agit pour l'intérêt général, qui s'appelle le groupe SOS et qui fait plein de choses, notamment dans le domaine de la santé, des hôpitaux, gère des EHPAD, des structures sociales, des structures qui accompagnent et hébergent des personnes en situation de handicap. La protection de l'enfance également est très présente. Donc voilà, ça fait un petit moment maintenant que je travaille pour des organisations qui on peut le dire, oui, essayent de changer le monde en mieux. Et là, justement, tu t'intéresses au monde, mais au sens de la planète Terre. Et tu diriges donc la Fresque du Climat. J'en tiens à ce sujet. Et tu le sais, on est dans un podcast de solutions. Et je voulais justement voir d'abord avec toi comment la notion de jeu s'est-elle imposée comme une solution justement dans le dispositif de la Fresque du Climat. Pourquoi tout repose, ou presque, sur un aspect ludique ? C'est l'auteur Cédric Ringenbach qui travaillait depuis longtemps sur la question climatique et qui par ailleurs avait mené des projets qui lui avaient démontré que le jeu pouvait permettre d'aller très vite sur la question de la sensibilisation, de l'apprentissage de façon générale. Et donc, il a relié ces deux expériences pour créer la Fresque du Climat. Et effectivement, on s'aperçoit, l'être humain est sans doute comme ça, dès le plus jeune âge, bien sûr. Le jeu permet d'apprendre parfois plus simplement et plus rapidement. Et aujourd'hui, on parle de serious game pour aussi qualifier parfois ces jeux qui traitent quand même de sujets importants. Et le dérèglement climatique est évidemment un enjeu crucial pour notre société. Et c'est parce qu'il est d'autant plus crucial que c'est important de faire en sorte qu'il soit compris par le plus grand nombre possible. Et si on veut que le plus grand nombre de personnes possibles s'intéressent et comprennent en profondeur les mécanismes du dérèglement climatique, le jeu est un très bon outil pour ça. Alors comment on pourrait définir une fresque du climat ? Alors on le dit, c'est un jeu, mais c'est aussi et surtout peut-être une méthode pour transmettre des compétences et des connaissances ? Oui, c'est une méthode, c'est une pédagogie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le jeu avec les cartes qui va permettre pendant la première partie de l'atelier, donc c'est un atelier qui dure 3 heures environ, et pendant la première partie, donc c'est en intelligence collective, il y a 7-8 personnes autour d'une table pour un animateur ou une animatrice. Un animateur peut prendre 2 tables, donc 14 personnes. Et pendant la première partie de cet atelier, on va effectivement, pendant plusieurs phases, travailler et jouer autour des cartes pour identifier et deviner les relations de cause à effet, les liens entre les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Donc cette première étape, elle est effectivement très importante. L'animateur est là, mais il est là surtout pour orienter ou réorienter par moment. Et c'est vraiment les participants qui vont eux-mêmes essayer vraiment d'imaginer, de deviner, de construire les mécanismes qui sont à la source du dérèglement climatique. Alors j'entends cause, conséquence, intelligence collective. Donc il y a 2 groupes différents. Quelle est la finalité donc de l'atelier ? Que se passe-t-il à la fin ?
Donc, après la première étape, il y a une deuxième phase où on va aussi parler un peu de ce qu'on ressent, puisque en fait, on entend beaucoup parler du dérèglement climatique, mais c'est jamais la même chose en fait de prendre de l'information devant sa télé ou en écoutant la radio que de vraiment passer un moment de qualité. Donc là, en l'occurrence, c'est 3 heures sur ce sujet-là où on essaye de mettre de côté son téléphone portable et on passe vraiment un moment de qualité, oui, sur ce sujet et on travaille quand même en profondeur les mécanismes et les conséquences du dérèglement climatique, donc les conséquences qui sont évidemment pas très rigolotes. Donc il y a un moment où on peut ressentir un peu de tristesse forcément, et donc c'est important de pouvoir aussi partager ses émotions, dire ce qu'on ressent en lien avec cet enjeu euh, auquel on fait face. Et puis, au fur et à mesure, sur la seconde partie de l'atelier, une fois qu'on a justement partagé ce qu'on ressent, on continue à recevoir de l'information sur ce sujet, mais surtout, on va partager des idées, des solutions, la façon dont chacun et chacune à son niveau, on peut se mettre en mouvement pour changer ses modes de consommation ou peut-être sensibiliser davantage son entourage ou pourquoi pas devenir fresqueur et fresqueuse. C'est aussi parce que des gens ont participé à la fresque du climat qu'ils ont décidé de l'animer. Donc il y a 70 000 fresqueurs et fresqueuses aujourd'hui. Est-ce qu'on en ressort, j'allais dire, avec une sorte de méthode de prescription ou plutôt une conscientisation, une réflexion pour soi-même à adopter? C'est un atelier de sensibilisation. Donc vraiment, le premier enjeu, c'est de bien comprendre ce qui est en train de se passer et le lien entre ce qu'on fait au quotidien, la façon dont on vit, dont on consomme et ce dérèglement climatique. Donc pour justement imaginer des façons d'avoir un impact plus vertueux sur le climat, sur l'environnement de façon générale. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier. Mais après, sur la dernière partie, comme on travaille sur les solutions, justement, sur des idées de choses qu'on peut mettre en place chacun à son échelle, eh ben, on ressort avec aussi outillé pour creuser, pour aller plus loin ou pour s'engager, tout simplement. Alors, l'information à propos du réchauffement climatique en cours de notre planète est de plus en plus diffusée assez largement, en tout cas dans nos pays. La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre fait aussi l'objet d'un consensus scientifique et la majorité des pays du monde s'est engagée à entreprendre des actions pour tenter de contenir la hausse des températures sous la barre des 2 degrés d'ici à 2100. Et pourtant, sur le terrain, dans la vie quotidienne, et dans bon nombre d'entreprises, il faut le dire aussi, cet enjeu semble lointain. C'est aussi sur cela que la fresque du climat entend agir. Quels sont les publics visés, puisqu'on parle de vie quotidienne? Tous les publics, puisque tout le monde est concerné. La fresque du climat est très présente dans les entreprises, donc en se disant qu'effectivement, si à un moment donné, une majorité des salariés d'une entreprise ont pris conscience de ce qui se passe, ça accélérera sans doute la transformation de l'entreprise. Mais la fresque du climat, elle est présente aussi dans des écoles, dans des festivals, dans des collectivités, dans des familles, puisque les fresqueurs fresquent leurs proches, fresquent leurs familles, fresquent leurs amis. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elle soit présente le plus largement possible. Et rendre concret, rendre palpable les enjeux. Est-ce que sur le terrain, en atelier, toi qui les connais bien, tu perçois justement qu'il est difficile de rendre concret les enjeux du réchauffement climatique? Et justement, puisque je suis moi-même animateur et que depuis que j'ai rejoint la fresque du climat, j'anime régulièrement des ateliers. J'en ai fait un récemment à la Gaîté Lyrique, qui est un lieu magnifique à Paris. Et, euh, et en fait, je trouve que justement la fresque du climat, l'atelier, permet de bien comprendre ce qui se passe et la façon dont on peut agir. Et même si on reçoit beaucoup d'informations, je m'aperçois qu'en fait, très peu de personnes, avant d'avoir fait un atelier comme la fresque du climat, il y a d'autres moyens, mais la fresque du climat est un bon moyen de comprendre les ordres de grandeur, que c'est pas la même chose de supprimer ses emails, c'est pas la même chose que de prendre l'avion et de traverser la planète.
Donc, il faut aussi comprendre à un moment donné quels sont les leviers qui nous permettent d'avoir un impact qui soit important. Donc aujourd'hui, c'est évidemment les moyens de transport, c'est l'alimentation. Euh, voilà, c'est ce type de sujet et les gens n'ont pas forcément conscience de ces ordres de grandeur. Alors en parlant avec toi, en t'écoutant, je me demande aussi si l'on peut se découvrir quelque part responsable à sa manière d'une partie du réchauffement climatique et du changement climatique en cours, mais sans culpabiliser. Comment on fonctionne dans ces cas-là, dans un atelier de la fresque du climat? Bah, déjà, on culpabilise pas forcément parce qu'on n'avait justement pas compris. Donc, si on n'avait pas bien compris ce qui se passe, bah, c'est pas grave, on n'est pas forcément responsable. Par contre, à partir du moment où on comprend que ce qu'on fait individuellement a un impact sur l'environnement, l'idée, c'est justement de donner des pistes qui peuvent être réfléchies collectivement. L'animateur peut aussi donner quelques idées pour qu'on se mette en mouvement. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Euh, il y a pas forcément aujourd'hui encore beaucoup d'obligations, même si parfois on entend des expressions comme écologie punitive. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup d'interdictions qui visent à protéger l'environnement ou le climat. Donc ça relève aujourd'hui beaucoup de choix individuels. Et voilà. Et moi, j'ai tendance à dire que se mettre en mouvement, c'est aussi une façon de s'aligner avec ses valeurs et puis d'être bien dans ses baskets. Et que quand on s'engage, on y trouve aussi du bien-être. Voilà, il y a des études qui commencent à sortir, qui sont anglo-saxonnes notamment, qui montrent qu'il y a un lien entre l'engagement et notamment l'engagement sur les questions environnementales et le bien-être. Ça fait du bien de s'engager. La fresque du climat repose sur un modèle astucieux qui lui permet de se diffuser largement. Je voudrais en parler avec toi. C'est alors notamment la licence d'utilisation de la fresque du climat. Elle peut devenir libre et gratuite quand elle est assurée par un animateur bénévole. Bénévole, Est-ce que tu peux exactement. nous en dire un peu plus et est-ce que justement c'est un des moteurs de son développement? Plus d'1 million de personnes ont déjà participé à un atelier. Plus d'un million de personnes en France, plus d'un million 500 000 personnes dans le monde, puisque donc la France est le pays qui a vu émerger la fresque du climat et donc qui est encore aujourd'hui le pays dans lequel la fresque du climat se développe le plus vite. Mais il y a beaucoup de pays qui ont pris la suite, puisque la fresque du climat, en tout cas, il y a des animateurs et des animatrices de la fresque du climat dans 157 pays aujourd'hui. Donc un peu partout dans le monde, avec des degrés de développement et de maturité différents. Mais en tout cas, on a des animateurs dans 157 pays, ce qui est assez incroyable. Il y a une viralité qui est importante et qui s'explique sans doute effectivement par cette licence qui euh, est gratuite quand on l'utilise gratuitement. Donc, beaucoup de personnes vont fresquer leurs proches, des associations, euh, des événements culturels et ils le font bénévolement. Et dans ce cas-là, il est évidemment hors de question de faire payer la licence. On fait payer la licence et le droit d'utiliser l'atelier, le jeu, uniquement quand il y a une prestation commerciale, ce qui est évidemment beaucoup le cas quand la fresque est déployée dans le monde de l'entreprise ou dans le monde professionnel de façon générale. Hein. Il y a les entreprises, mais ça peut être aussi des collectivités, des entreprises publiques. Et là, évidemment, il y a une facturation qui permet à l'association qui permet déjà aux fresqueurs de gagner leur vie, puisqu'il y a des personnes qui gagnent leur vie, ou en tout cas une partie de leur vie avec la fresque du climat. Donc souvent, ça a permis à des gens qui sont très engagés dans leur vie perso d'avoir un job qui est aligné avec leurs valeurs. Donc voilà, ils vont fresquer des entreprises la semaine et puis le week-end, ils ont des projets environnementaux, ils créent des écolieux, je sais pas, enfin, voilà, des choses souvent très militantes. Et c'est un modèle qui est assez vertueux parce que ça crée aussi quelque part de l'emploi, mais de l'emploi qui est au service d'un enjeu qui est utile pour la société de façon générale. Alors les fresqueurs vont fresquer, on entend déjà Ouais, ce il y a un vocabulaire. vocabulaire spécifique, effectivement, qui a été inventé avec la fresque. Comment devient-on justement un fresqueur? Alors peut-être d'abord bénévole ou une fresqueuse. Oui, Est-ce que c'est pareil d'être bénévole ou dans le cadre d'un complément de revenu? Comment ça marche en fait? beaucoup de fresqueurs sont bénévoles et à la fois professionnels. Enfin, la majorité sont simplement bénévoles, mais il y a des fresqueurs qui allient les deux activités. Et on trouve ça super.
Euh, il faut avoir évidemment participé à l'atelier en tant que participant. Et puis ensuite, après, il faut être formé. Donc, c'est une formation qui coûte peu cher et qui dure 3 heures quand on veut former le grand public, donc l'activité bénévole. Quand on veut être professionnel, il faut répondre aux attentes des entreprises qui peuvent parfois être un petit peu plus exigeantes. Donc, c'est 7 heures de formation avec un coût un peu plus important, mais qui reste quand même raisonnable. Donc, il est assez facile de devenir animateur ou animatrice de la fresque du climat. La logique est plutôt de commencer par des fresques grand public. Et puis, si on a envie d'en faire une activité professionnelle, il y a aussi quelques exigences à respecter. Et il faut être sûr qu'on sait animer un atelier de 3 heures, ce qui n'est pas forcément évident. Enfin voilà, on accompagne nos fresqueurs et nos fresqueuses pour qu'elles puissent accompagner au mieux les entreprises. Il est à noter que des sessions pour les élus et pour les enfants sont aussi possibles. Alors, c'est important pour vous de couvrir toutes les catégories. Alors, je voudrais parler d'abord des enfants. Est-ce qu'on s'adresse par définition différemment à des enfants sur ce sujet qui peut d'ailleurs être un peu angoissant Oui. qu'à des adultes? Oui, la fresque est présente dans le milieu étudiant, mais également collège, lycée. Alors, on a une version qui est une version spécifique, qui est un peu simplifiée et qui présente les choses parfois un peu différemment, parce qu'il faut faire attention effectivement à l'anxiété, l'éco-anxiété que peut provoquer cet atelier. Il y a parfois des débats au sein de la communauté d'ailleurs pour se demander à partir de quel âge, parce qu'aujourd'hui ça peut être parfois CM1, CM2. Bon, il y en a qui trouvent que ça peut être un peu tôt. En tout cas, à partir du collège, il y a vraiment aucun problème. Et même pour le CM1, CM2, on est en train d'actualiser un peu la version du jeu pour que vraiment elle soit adaptée. Donc CM1, CM2, en faisant attention et en ayant des animateurs qui sont effectivement particulièrement attentifs à ce public-là et qui le connaissent. Et puis après le collège et le lycée, évidemment, on peut y aller avec ce jeu adapté et il faut pas trop tarder effectivement non plus à en parler aux jeunes parce que évidemment ils vont avoir un rôle important à jouer, même si c'est maintenant, et que parfois on a trop tendance à se dire que ça va être le job de la génération future. Non, les générations futures, elles vont beaucoup subir. Donc, ce serait bien qu'on fasse dès maintenant, nos générations à nous, le travail pour que justement les générations qui arrivent ne soient pas trop impactées négativement par ce réchauffement climatique. Alors, on n'a pas détaillé toutes les actions à entreprendre, c'est pas l'objet de cet épisode, mais évidemment, je disais le mot élu. Je trouve que c'est intéressant de vouloir les former, mais en ont-ils besoin? Deux, pourquoi avez-vous voulu proposer aussi des ateliers à destination du personnel politique, des élus? Ce sont des élus locaux ou tout type d'élus? Tout type d'élus, ça peut être des élus, mais ça peut être aussi les personnes qui travaillent dans les services des collectivités ou de l'État, l'administration. Évidemment, aujourd'hui, il y a 3 catégories d'acteurs qui peuvent agir. Il y a le citoyen, on en a parlé, l'entreprise, et puis l'État au sens large. Et l'État, il a aussi la capacité, à un moment donné, de donner une direction, de faire voter des lois, des réglementations. Donc, évidemment, il peut considérablement accélérer les choses. Bon, je pense qu'il faut avant tout quand même sans doute conscientiser les citoyens, parce que si les citoyens ont décidé à un moment donné qu'il faut s'attaquer en profondeur à ce problème-là, a priori, on peut penser que les politiques suivront. Néanmoins, pour gagner du temps, il faut sans doute que les politiques aussi fassent davantage un boulot de sensibilisation, d'accompagnement des citoyens pour leur dire que oui, il n'y a pas le choix, il faut avancer et peut-être parfois réglementer parce que malheureusement, l'être humain est comme ça. Hein, parfois, il faut quand même lui imposer certaines choses pour accélérer un peu le mouvement. Néanmoins, l'esprit de la fresque du climat, c'est déjà de sensibiliser, de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possibles se décident à changer et à faire changer la société pour vraiment bien attaquer cette question du dérèglement climatique. Donc voilà, il faut jouer un peu sur tous les niveaux et sur tous les leviers de toute façon. Prendre conscience, s'informer, apprendre, et puis aussi donc connaître les solutions qui marchent et qui marchent dès maintenant. Quelques mots sur les prochains objectifs de la fresque du climat. Elle est aussi donc diffusée à travers le monde. Elle s'est considérablement internationalisée. Elle est disponible en 45 langues. Exactement. Ah oui, tout à fait. Quelles sont les prochaines étapes à franchir selon toi? Et l'internationalisation, il faut continuer évidemment, puisque 1 500 000 personnes,
c'est beaucoup et à la fois c'est pas grand-chose par rapport à la population totale de la planète, évidemment. Donc, il faut intensifier, mais en tout cas, si les autres pays suivent la vitesse de déploiement de la France, ça peut aller très vite. Continuer dans le monde de l'entreprise, notamment en France, parce que là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, faire en sorte que les grands groupes, mais aussi les grandes entreprises, les entreprises intermédiaires, les PME s'y mettent. Et puis, peut-être aussi pour nous, accompagner davantage les entreprises aussi sur d'autres sujets liés au climat. Ça peut être la biodiversité, ça peut être l'économie circulaire. Enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup de fresques qui se sont inspirées de la fresque du climat. Donc peut-être que l'association qui est à l'origine de ce mouvement, qui est très puissant, peut aussi davantage accompagner les entreprises pour qu'elles s'y retrouvent dans ce paysage de fresques ou d'ateliers de façon générale, pour leur proposer des parcours pour que leur codir, leurs salariés puissent suivre ces formats et être les mieux sensibilisés et les mieux formés pour accompagner la transformation de leurs organisations. Je pense que c'est un sujet important. Puis continuer à démocratiser. Il y a un fresqueur qui m'a raconté récemment qu'il fresque en prison. Et voilà, et je pense que c'est aussi intéressant parce que les détenus lui disaient que c'est aussi extrêmement valorisant d'accéder à un savoir qui n'est pas forcément aujourd'hui acquis par tout le monde, y compris des gens de très haut niveau, n'ont pas ce savoir qu'on peut obtenir avec la fresque du climat. Et voilà, il y a aussi quelque chose de valorisant dans le fait de diffuser le plus possible ce savoir qui au départ est très technique. Ça a été dit plus tôt, c'est des ingénieurs, les rapports du GIEC, des scientifiques qui ont effectivement permis de développer ces constats sur les mécanismes climatiques. Mais par contre, les conséquences vont toutes et tous nous toucher, particulièrement peut-être les plus vulnérables, sans doute, c'est sûr, même les plus vulnérables, les plus précaires dans le monde, mais aussi en France. Les personnes qui vivent dans les zones les plus polluées sont souvent les personnes les plus précaires. Les boulots les plus difficiles vont être rendus encore plus difficiles parce qu'il fera très chaud parfois dans certaines périodes de l'année. Et donc, il faut permettre à ces personnes-là, les catégories populaires, les personnes qui vont prendre de plein fouet le dérèglement climatique, il faut leur permettre de prendre conscience de ce qui se passe et pour peut-être qu'ils fassent davantage entendre leur voix pour pousser les politiques à évoluer rapidement. 3 heures de son temps donc pour rentrer dans ce mouvement puissant, apprendre et éventuellement modifier. Donc c'est la finalité, modifier certains de ses impacts sur la planète, sur le climat. Nicolas Froissart, donc directeur et fresqueur de la fresque. Et fresqueur. Directeur de la fresque donc du climat. J'ai mis toutes les infos pratiques dans les notes de cet épisode. La fresque est aussi présente sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, tu prends souvent la parole? Oui, beaucoup sur les réseaux sociaux, des podcasts. Et merci beaucoup encore une fois à toi pour cette invitation. Moi, je suis très présent sur LinkedIn, donc réseau professionnel, mais dans lequel on peut justement aussi parler d'engagement, que ce soit professionnel ou bénévole. Et voilà, je parle beaucoup de la fresque du climat, mais aussi je relaye beaucoup d'histoires de personnes engagées. Pour moi, je les appelle mes héros et héroïnes du quotidien. Et je pense qu'on a tous et toutes envie et besoin d'entendre ces histoires positives et de montrer qu'il y a des solutions et qu'il y a plein de gens qui changent les choses au quotidien. Merci d'en avoir témoigné. Et donc, merci Nicolas d'être passé dans Soluble. Merci beaucoup Simon, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.